Le soleil commençait à prendre congé à l'horizon de la garrigue provençale, peignant le ciel de teintes orangées qui se mêlaient alors de la végétation desséchée. Baptiste Ferrier, connu dans la région simplement comme Baptistin, montait son cheval bai avec la familiarité de celui qui est né sur une selle. Les sabots de l'animal soulevaient de petits nuages de poussière qui se dissipaient aussitôt dans l'air chaud de cette fin d'après-midi. Baptistin revenait d'une longue journée passée à surveiller le bétail aux confins du mas de la Quiétude, le domaine où il travaillait depuis plus de 15 ans. Homme de peu de mots et de longs silences, il portait sur son visage buriné par le soleil l'histoire de celui qui a appris tôt que la vie ici exige plus de force que de rêve. Ses yeux, petits et vifs, étaient toujours à la recherche de signes que seuls les vrais enfants de cette terre savent interpréter. C'est alors qu'un vent soudain porta à ses oreilles un son qui n'appartenait pas à cette heure du jour. Entre le crépitement naturel des feuilles sèches et le chant lointain des derniers oiseaux, il y avait quelque chose de différent, un mouvement qui n'était pas celui du vent. Baptistin tira doucement les rênes, faisant ralentir son cheval. Son corps tout entier devint un radar, alerte au moindre signal de danger. Le bai dressa les oreilles, sentant avant même son maître la présence de quelque chose de menaçant. Le cœur de Baptistin s'accéléra, non par peur. Le gardien connaissait bien les dangers de cette terre, mais par une intuition qui lui disait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ce fut à ce moment que ses yeux captèrent, à une 50aine de mètres, la silhouette fragile d'une jeune femme, adossée au tronc noueux d'un vieil olivier. Elle semblait essayer de se fondre dans l'arbre, comme si cela pouvait la rendre invisible au danger que Baptistin ne voyait pas encore, mais qu'il sentait dans la tension de l'air. Le grondement grave et profond du loup déchira le silence, faisant se cabrer le cheval nerveusement. La bête n'était pas encore visible, mais son grognement semblait venir de toutes les directions, un tour de l'acoustique du lieu qui rendait impossible de déterminer sa position exacte. Baptistin serra ses doigts calleux autour des rênes, sentant chaque battement de son propre cœur contre sa poitrine. « Ne bouge pas !» cria-t-il à la jeune femme, qui tremblait autant que les feuilles sèches autour d'elle. Sans réfléchir, Baptistin descendit de cheval d'un mouvement agile, détachant la corde de cuir brut qu'il portait toujours attachée à sa selle. Ses yeux parcoururent rapidement le terrain, cherchant des signes de la bête. L'odeur forte de la terre chaude se mêlait maintenant à l'odeur incomparable de la peur et de l'adrénaline. Le loup surgit comme une tache sombre et grise de la végétation, ses muscles puissants se contractant en préparation de l'attaque. C'était un mâle adulte aux yeux ambrés fixés sur la jeune femme paralysée contre l'olivier. Baptistin n'hésita pas. Avec la précision de celui qui est né avec une corde à la main, il la fit tournoyer au-dessus de sa tête et la lança dans un mouvement précis qui détourna l'attention de l'animal juste assez longtemps pour qu'il crie à nouveau « Cours, viens par ici !» La jeune femme, comme sortant d'une transe, s'élança en direction du gardien tandis que le loup se débattait, essayant de se débarrasser de la corde qui avait frôlé son échine. Baptistin savait que cela ne retiendrait pas l'animal longtemps. C'était juste une diversion, une chance de s'échapper. Quand la jeune femme l'eut rejoint, Baptistin était déjà remonté sur le bai. Il tendit son bras puissant et la hissa en croupe d'un seul mouvement. Le cheval, sentant le poids supplémentaire, hennit mais obéit à l'ordre de son maître et fila à travers le terrain accidenté. La course contre la montre fut intense, mais brève. Bientôt, le loup abandonna la poursuite, restant sur son territoire tandis que le cheval s'éloignait au galop. Le silence pesant qui suivit n'était rompu que par le bruissement lointain des oiseaux effrayés et la respiration haletante de la jeune femme dans le dos de Baptistin. Lorsqu'ils atteignirent enfin une distance de sécurité, le gardien ralentit l'allure de l'animal et se tourna alors pour faire face à celle qu'il avait sauvée. Il s'attendait à trouver des larmes de terreur, des yeux fermés de quelqu'un qui tente de se protéger du monde. Mais ce qu'il vit le surprit. Un regard ferme, profond, qui ne se détournait pas du sien. Il n'y avait pas seulement de la gratitude dans ses yeux couleur de jais, il y avait une force qui contrastait avec la fragilité apparente de son corps mince. C'était un regard qui semblait vouloir percer le bouclier de dureté qu'il portait depuis des années, une carapace construite contre les douleurs de la vie solitaire qu'il menait. « Comment t'appelles-tu » demanda Baptistin, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Lucie » répondit-elle sans détourner le regard. « Lucie Moreau ». Le nom flotta dans l'air comme une promesse. Lucie, lumière.
Quelque chose s'agita à l'intérieur du gardien, comme s'il reconnaissait un signe attendu depuis longtemps. « Je suis Baptiste. Baptistin. Pour les amis. » Elle hocha légèrement la tête, ses mains toujours agrippées à sa taille, avec la force de quelqu'un qui craint de tomber. Le soleil s'était complètement couché, et les premières étoiles pointaient dans le ciel sombre de la campagne. « Je t'emmène chez moi. Demain, on décidera quoi faire, » dit-il, se retournant, ressentant une étrange gêne à sentir les yeux de la jeune femme fixés sur son dos. Le bey poursuivit sa route d'un trot léger sur le chemin qu'il connaissait par cœur. Le vent apportait maintenant une odeur de bois et de terre, annonçant que, malgré le ciel clair, la pluie n'était pas loin. Baptistin, homme de peu de mots, continua en silence, conscient du poids léger de cet inconnu en croupe et du poids bien plus lourd que son regard déterminé avait déposé sur son cœur. La lune était déjà haute dans le ciel quand Baptistin et Lucie arrivèrent à la petite bergerie en pierre qui se dressait, solitaire, sur un terrain entouré d'un mélange de lavande et de romarin sauvage. La construction simple, aux pierres usées par le temps et aux toits de tuiles, avait une petite terrasse où un hamac délavé se balançait doucement dans la brise nocturne. Baptistin descendit le premier, et dans un geste presque automatique, tendit la main pour aider Lucie à descendre. Elle hésita un instant avant d'accepter son aide, ses pieds touchant le sol avec la légèreté de quelqu'un qui craint de briser quelque chose de précieux. Le bey, déjà libéré de son fardeau, hennit doucement comme pour saluer son foyer. « Fais comme chez toi, » dit Baptistin en attachant l'animal à un piquet près de la maison. « Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un toit et de quoi manger. » Lucie observa les alentours, ses yeux s'habituant à l'obscurité adoucie seulement par la lumière argentée de la lune. Il y avait un petit enclos à côté, quelques poules qui dormaient perchées sur un bâti improvisé, et le contour d'un potager entouré de piquets de bois. C'était un petit monde, organisé par la nécessité et entretenu par des mains qui connaissaient la valeur du peu. Baptistin monta les 2 marches qui menaient à la terrasse et ouvrit la porte en bois, qui grinça comme pour annoncer l'arrivée d'étrangers. L'intérieur était dans la pénombre, mais l'odeur qui s'en échappa était unique, du café fraîchement moulu mêlé à l'arôme de cuir et de bois sec. C'était l'odeur d'une vie simple, de routine et de solitude. « Il reste du café dans la cafetière », commenta-t-il, allumant une lampe à pétrole qui illumina la pièce de sa lumière jaunâtre et dansante. « Je l'ai fait avant de partir ce matin. » La maison à l'intérieur était aussi simple qu'elle le promettait de l'extérieur. Une pièce principale servait de salon et de cuisine, avec une table rustique en bois sombre au centre, 2 chaises dépareillées, une cuisinière à bois éteinte, et une étagère où s'alignaient quelques casseroles en aluminium et peu d'ustensiles. Une malle en cuir reposait contre le mur et sur elle, pliaient avec soin, quelques vêtements. 2 portes fermées suggéraient des chambres ou un cellier. Lucie resta près de l'entrée, comme si elle attendait une confirmation qu'elle pouvait vraiment entrer. Ses cheveux noirs, autrefois attachés en une tresse qui se défaisait maintenant, encadraient un visage jeune, mais avec des yeux qui semblaient porter des histoires trop anciennes pour son âge. « Assieds-toi, » dit Baptistin en désignant l'une des chaises. Ce n'était ni une invitation, ni un ordre, juste la constatation de la prochaine étape logique. Lucie obéit, s'asseyant le dos droit et les mains croisées sur ses genoux. Ses yeux parcouraient chaque détail de la pièce comme quelqu'un qui enregistre un lieu sûr pour la première fois, ou comme quelqu'un qui mémorise une issue de secours. Baptistin prit la cafetière en émail bleu qui reposait sur la cuisinière et servit le café dans 2 tasses en métal. Le liquide, sombre et fort, conservait encore un peu de la chaleur de la journée. Il posa l'une des tasses devant elle et, un bref instant, leurs mains se touchèrent. Le contact fut rapide, presque imperceptible, mais suffisant pour qu'ils ressentent tous 2 un étrange courant de reconnaissance. C'était comme si ce simple contact avait été une demande muette de confiance, d'elle à lui, de lui à elle. Baptistin recula, mal à l'aise face à sa propre réaction. Il était habitué au silence, à la routine prévisible des jours qui se répétaient sans heurts. Il y avait quelque chose dans cette présence inattendue qui brisait non seulement sa routine, mais aussi la carapace qu'il s'était construite au fil des ans. « D'où viens-tu » demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle, tenant sa propre tasse entre ses mains calleuses. Lucie regarda le café un moment avant de répondre, comme si elle cherchait les mots justes dans le reflet sombre du liquide. « De loin » dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « De l'autre côté de la montagne. »
Baptistin hocha la tête, sans insister pour plus d'informations. Dans cette région, les gens apprennent à respecter les silences et les secrets. Chacun porte ses histoires comme on porte un baluchon. Certaines choses sont visibles, d'autres restent bien gardées. Et que faisais-tu seul dans la nature au point de presque finir en dîner pour un loup? Un sourire fugace, le premier, passa sur les lèvres de Lucie. « Je n'avais pas prévu la partie avec le loup », répondit-elle, levant enfin les yeux vers lui. « Je marchais. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire « marchait » qui laissait entendre que le mot cachait bien plus qu'il ne révélait. Son regard était lointain, comme si elle pesait le passé et l'avenir en un même instant, calculant les risques et les possibilités. « Personne ne marche seul dans la garrigue sans but », commenta Baptistin, buvant une gorgée de son café fort. « Surtout une jeune femme comme toi. » Lucie ne répondit pas immédiatement. Elle tint sa tasse à deux mains, absorbant la chaleur résiduelle du métal. Quand elle parla, sa voix avait une nouvelle nuance de détermination. « Demain je reprendrai ma route. Je ne veux pas déranger. » Baptistin étudia le jeune visage en face de lui. Il n'y avait pas plus de 20 ans dans ses traits, mais il y avait une fermeté qu'il reconnaissait. C'était le même genre de résolution qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Tu peux rester un peu plus longtemps, » dit-il, se surprenant lui-même de cette invitation, « jusqu'à ce que tu décides où aller. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé de possibilités non dites. Dehors, le vent s'était levé et le hamac sur la terrasse se balançait plus fort, produisant un grincement rythmique qui servait de toile de fond à leurs pensées. « La chambre d'amis est là, » dit Baptistin en désignant l'une des portes. « Je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps, mais il y a un lit et des draps propres dans la malle. » Lucie acquiesça en signe de remerciement. Elle termina son café en silence et se leva avec la délicatesse de quelqu'un qui craint de faire trop de bruit dans un endroit étranger. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout. » Baptistin inclina simplement la tête, la regardant marcher jusqu'à la porte indiquée et disparaître dans la chambre. Il resta assis encore un moment, écoutant les bruits doux d'elle s'installant, le lit grinçant légèrement, le soupir presque inaudible qui s'échappa de sous la porte fermée. C'était étrange de partager son espace après tant de temps de solitude. Étrange, mais pas désagréable. Il y avait quelque chose dans la présence de cet inconnu qui rendait la maison moins vide, comme si elle comblait des espaces qu'il ne savait même pas exister. Il se leva finalement et éteignit la lampe, ne laissant que la lumière de la lune qui filtrait par les fentes de la fenêtre pour éclairer le chemin jusqu'à sa propre chambre. Avant de fermer la porte, il jeta un dernier regard à la porte fermée de la chambre d'amis. « Bonne nuit, Lucie », murmura-t-il au silence, des mots qu'il ne s'attendait pas lui-même à prononcer. L'aube sur la campagne arriva avec son explosion de couleurs et le chant animé des coqs. Baptistin était déjà debout avant même les premiers rayons du soleil, suivant la routine que son corps connaissait par cœur. Il enfila sa chemise de coton délavée, chaussa ses bottes usées et sortit dans la cour encore enveloppée dans les ombres bleutées de l'aube. Il fut surpris de trouver Lucie déjà réveillée, debout près du petit puits, un seau d'eau fraîchement tiré à côté d'elle. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple, et elle portait la même robe que la veille, maintenant avec un tablier improvisé, fait d'un morceau de tissu noué à la taille. « Bonjour », dit-elle avec une formalité qui contrastait avec l'intimité forcée de la situation. « Je pensais faire un nouveau café. » Baptistin acquiesça, observant comme elle paraissait différente à la lumière du jour. Il y avait une détermination dans ses gestes qui parlait de fierté et d'autonomie. Ce n'était pas le genre de personne habituée à demander ou à recevoir de l'aide. « La cuisinière a besoin de bois neuf », répondit-il, désignant le petit tas de bûchettes à côté de la maison. « Et les poules ont besoin d'être nourries. » C'était sa façon de dire qu'il acceptait son aide, sans avoir besoin d'exprimer sa gratitude par des mots. Dans cette région, les gens parlent plus par gestes que par discours, et Baptistin comme Lucie semblaient comprendre ce langage silencieux. Les jours qui suivirent établirent une routine non planifiée, mais qui fonctionnait avec le naturel de pièces qui s'emboîtent sans effort. Lucie insistait pour aider à tout. Elle s'occupait des poules le matin, balayait la cour en terre battue, jusqu'à ce qu'elle soit marquée des dessins des balais de paille, et se mit même à laver les chemises usées de Baptistin, les étendant au soleil sur la corde à linge improvisée avec des cordes de sisal. Elle ne parlait pas beaucoup d'elle-même, mais ses gestes racontaient des histoires que les mots cachaient. La manière dont elle organisait le petit cellier révélait quelqu'un qui connaissait la valeur de chaque grain.
Le soin avec lequel elle rapiéçait les vêtements montrait des mains habituées à faire durer le peu. Baptistin observait tout de loin, feignant une indifférence qu'il ne ressentait pas. Habitué à vivre seul depuis des années, il se surprenait de voir à quel point sa routine s'était rapidement adaptée à sa présence. Les journées semblaient en plus complètes, les heures moins longues. Les repas, autrefois de purs moments de nécessité, avaient maintenant une nouvelle saveur lorsqu'ils étaient partagés. Un matin particulièrement chaud, alors qu'il réparait la clôture en bois qui délimitait le petit enclos, Baptistin sentit la présence de Lucie avant même de la voir. C'était comme si son corps avait développé un radar pour son approche, une conscience qui allait au-delà des sens communs. Elle apparut portant une carafe en terre cuite avec de l'eau fraîche, marchant d'un pas ferme malgré le soleil de plomb. Il y avait quelque chose de différent en elle aujourd'hui, un coquelicot rouge, petit et délicat, piqué dans ses cheveux noirs. Le détail, si simple et inattendu, capta l'attention de Baptistin avec une force qui le surprit. Lucie ne dit rien en s'approchant. Elle posa simplement la carafe d'eau à côté de lui, sur une souche, et fit mine de retourner à la maison. Le geste était si simple, si quotidien, mais il portait une gentillesse qui fit sentir à Baptistin quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si un nœud qui était là depuis des années commençait lentement à se défaire. « Merci », dit-il, les mots sortant rauques d'une gorge peu habituée aux remerciements. Lucie s'arrêta et se tourna vers lui. Un petit sourire presque imperceptible joua sur ses lèvres un instant. Il était rare de la voir sourire, mais quand elle le faisait, il y avait une douceur timide qui semblait illuminer toute la cour, rendant le monde alentour moins dur, moins sec. « De rien, Baptiste », répondit-elle, reprenant sa marche vers la maison. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononçait son nom qui le faisait se sentir à la fois plus vieux et plus jeune. C'était respectueux mais avec une familiarité qui rendait la formalité presque intime. Baptistin but l'eau fraîche, sentant le liquide descendre dans sa gorge desséchée. Le geste simple d'elle, apporter de l'eau, mettre une fleur dans ses cheveux, s'était infiltré dans son cœur comme de l'eau dans une terre sèche après des mois de sécheresse. Pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il y avait quelque chose au-delà de la simple survie, de petits instants qui donnaient à la vie couleur et signification. À la fin de cet après-midi, quand le travail pénible fut terminé et que l'ombre de la maison s'étirait plus longuement sur la cour, Baptistin trouva Lucie assise sur la marche de la terrasse, épluchant des pommes de terre pour le dîner. Ses mains se mouvaient avec la précision de quelqu'un qui connaît bien le métier, le couteau glissant avec fermeté pour séparer la peau épaisse de la chair blanche. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, et prit une des pommes de terre et un couteau. Ils commencèrent à travailler en silence côte à côte, à un rythme qui devint bientôt synchronisé. Il n'y avait pas besoin de mots. Le son des couteaux, le chant occasionnel d'un oiseau tardif, le meuglement lointain du bétail, tout cela formait une conversation plus éloquente que bien des dialogues. « Demain je vais au village », commenta finalement Baptistin brisant le silence. « J'ai besoin de sel pour le bétail et de quelques provisions. » Lucie acquiesça, sans interrompre son travail. Après un moment, elle demanda d'une voix calme « Je peux venir ? Nous avons besoin de farine et d'un peu de sucre. » Le « nous avons besoin » ne passa pas inaperçu pour Baptistin. C'était la première fois qu'elle parlait comme si elle faisait vraiment partie de cet endroit, comme si sa présence ici n'était pas seulement temporaire. Quelque chose se réchauffa en lui avec ce simple mot. « Bien sûr », répondit-il, essayant de garder une voix neutre. « On partira tôt. » Le soir, après un simple dîner de ragoût de porc et de pommes de terre et un café fort pour finir, Baptistin s'assit dans le hamac sur la terrasse, observant le ciel étoilé qui s'étendait à l'infini sur la campagne. Le croissant de lune illuminait doucement le paysage, transformant les contours durs de la garrigue en silhouettes presque délicates. Lucie apparut à la porte, hésita un moment, puis s'approcha. Sans rien dire, elle s'assit sur la marche près du hamac, enlaçant ses genoux. Son profil, découpé contre la faible lumière venant de l'intérieur de la maison, ressemblait à une peinture en ton sépia. « C'est beau ici », commenta-t-elle après un long silence. « C'est dur ici », répondit Baptistin en se balançant légèrement. « Mais oui, ça a sa beauté. » Lucie sourit en regardant le ciel. « La dureté et la beauté vont de pair dans cette région, » dit-elle, avec une sagesse qui semblait venir de très loin, comme les épines et les fleurs du romarin.
Baptistin l'observa, surpris par la profondeur de ce simple commentaire. Il y avait bien plus dans cette jeune femme que ses yeux ne pouvaient voir, bien plus d'histoire qu'elle ne le laissait paraître. « Pourquoi m'aides-tu autant ?» demanda-t-il, la question lui échappant avant qu'il ne puisse la retenir. Lucie se tourna vers lui, ses yeux brillant de la lumière des étoiles. « Parce que tu m'as sauvé, » répondit-elle simplement. « Et parce que travailler, c'est ce que je sais faire. Rester inactive me fait trop penser. » Il y avait de la vérité dans ces mots, une vérité que Baptistin connaissait bien. Le travail était plus qu'un gagne-pain. C'était un moyen de tenir les pensées difficiles à distance, de fatiguer le corps pour que l'esprit puisse se reposer. « Bon, » dit-il en se levant du hamac. « Demain, la journée commence tôt. » Lucie acquiesça et se leva également. Un instant, ils restèrent là, proches mais sans se toucher, enveloppés par le silence de la nuit et par quelque chose de non dit qui flottait entre eux, quelque chose de fragile et de nouveau, comme un bourgeon qui commence à naître sur une terre longtemps sèche. « Bonne nuit, Baptiste, » dit-elle finalement, se dirigeant vers l'intérieur. « Bonne nuit, Lucie, » répondit-il, restant sur la terrasse encore quelques instants. En regardant les étoiles, Baptistin réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé dans sa vie. Ce n'était pas seulement la présence d'une autre personne dans sa maison, c'était la manière dont cette présence redessinait lentement les contours de son monde intérieur. Les petits gestes de Lucie, l'eau fraîche, la fleur dans ses cheveux, la façon dont elle disait « nous avons besoin », comblaient, sans qu'il s'en rende pleinement compte, des espaces vides qu'il ne savait même pas exister en lui. Le voyage jusqu'au village apporta une nouvelle dimension à la cohabitation de Baptistin et Lucie. Monté sur le cheval bai, elle en croupe, se tenant discrètement à sa taille, ils parcoururent les presque 10 kilomètres dans un silence ponctué uniquement par le son des sabots de l'animal contre le sol pierreux et le chant occasionnel d'un oiseau défiant la chaleur du jour. Le village de Valsérin n'était qu'une poignée de maisons autour d'une place centrale où une petite église aux murs blancs et au clocher modeste dominait le paysage. Une fois par semaine, les commerçants de la région installaient leurs étals sur la place, transformant le lieu paisible en un centre de rencontres et de commerce. Quand ils arrivèrent, Baptistin remarqua les regards curieux qui les suivaient. Tout le monde connaissait le gardien solitaire du mas de la quiétude, et la présence d'une jeune inconnue à ses côtés était une nouveauté suffisante pour alimenter les conversations pendant des jours. « Je vais acheter le sel et le fourrage », dit-il en descendant de cheval et en aidant Lucie à faire de même. « Tu peux aller à l'épicerie de Marcel chercher la farine et le sucre. » Lucie acquiesça, acceptant les quelques pièces qu'il lui tendit. Un instant, leurs mains se touchèrent, et ils ressentirent tous deux ce même courant de reconnaissance qui les avait surpris quelques jours plus tôt. « On se retrouve ici dans une demi-heure », ajouta-t-il en détournant le regard. En marchant entre les étals, Baptistin ressentit une étrange inquiétude. Il avait l'habitude de venir seul au village, de faire ses affaires rapidement et de retourner à sa solitude confortable. Maintenant, une partie de lui était attentive aux mouvements de Lucie, qui se déplaçait avec une aisance tranquille parmi les vendeurs. « Alors, tu t'es trouvé de la compagnie, Baptistin ?» La voix de Marcel, le propriétaire de l'épicerie, avait un ton de provocation amicale. « C'est juste une connaissance », répondit-il sèchement, ne laissant pas de place à d'autres questions. Mais la vérité était que même lui ne savait pas définir qui était Lucie dans sa vie. Ce n'était pas seulement une inconnue qui l'avait sauvé d'un danger, c'était quelqu'un qui, en quelques jours, s'était infiltré dans sa routine d'une manière qui semblait à la fois étrange et naturelle. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsqu'ils retournèrent au mas. La journée au village avait été productive mais fatigante. En plus des provisions, Lucie avait insisté pour acheter des graines de coriandre et de ciboulette à planter dans le petit potager, et Baptistin s'était surpris lui-même en achetant un coupon de tissu bleu que les yeux de Lucie avaient longuement admiré sur l'étal de Madame Jeanne. Après un dîner simple, mais préparé avec le soin qui caractérisait désormais les repas à la maison, ils s'assirent côte à côte sur la terrasse. Le ciel était particulièrement dégagé ce soir-là, sans un seul nuage pour cacher les étoiles qui brillaient, comme de la poussière d'argent éparpillée sur du velours sombre. C'est alors que Lucie parla enfin. Sa voix, normalement ferme, avait une nouvelle nuance d'émotion contenue lorsqu'elle commença à raconter son histoire. « Je viens du domaine de Beau-Rivage, de l'autre côté de la montagne, » dit-elle, les yeux fixés sur un point lointain, au-delà de l'horizon. « Mon père a conclu un accord avec le vieux Corbin quand j'étais encore une enfant.
Il avait besoin d'argent pour sauver nos terres, et Corbin a prêté à une condition. Quand j'aurai 18 ans, j'épouserai son fils, Augustin. Baptistin écouta en silence, sentant un nœud se former dans sa gorge. Des histoires comme celle-là n'étaient pas rares dans la région. Des vies échangées contre des dettes, des libertés négociées comme des marchandises. J'ai grandi en connaissant ce destin, continua-t-elle. Au début, j'ai accepté. Que pouvais-je faire d'autre? C'était mon devoir envers ma famille. Elle fit une pause, respirant profondément. Mais ensuite, j'ai appris à connaître Augustin. Ce n'est pas un homme méchant, juste, vide. Il traite les gens comme des choses qu'il possède, y compris les femmes. Surtout les femmes. Ses yeux brillèrent non pas de tristesse, mais d'un soulagement contenu, comme si elle pouvait enfin respirer après des années étouffées par cette vérité. 3 jours avant le mariage, je me suis enfui. J'ai pris seulement ce que je pouvais porter et je suis parti au milieu de la nuit. J'ai marché pendant des jours, dormant dans la nature, mangeant ce que je trouvais. J'étais perdu quand tu m'as trouvé. Elle se tourna alors pour le regarder directement. Personne jusqu'à ce jour-là ne m'avait tendu la main sans rien demander en retour. Baptistin sentit un étrange mélange d'indignation et de respect grandir en lui. Indignation pour le destin qu'on lui avait imposé, respect pour le courage de l'avoir refusé. « Corbin doit te chercher », commenta-t-il, plus une constatation qu'une question. « Oui », confirma-t-elle. « Non pas pour ma valeur, mais pour l'insulte que j'ai causée. Ici la parole donnée est sacrée, et j'ai rompu la parole de mon père. » Ils restèrent en silence quelques minutes, laissant le poids de cette révélation s'installer entre eux. Le vent doux agitait les feuilles sèches dans la cour, créant une musique particulière qui servait de bande sonore à ce moment. « Demain je repars », dit finalement Lucie. « J'ai déjà trop abusé de ta gentillesse, et je ne veux pas t'attirer d'ennui. » Baptistin sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. L'idée du départ de Lucie provoquait une douleur qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Une sensation de perte anticipée qui le surprit par son intensité. « Où iras-tu » demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. « Je ne sais pas encore. Peut-être à la ville. On dit que là-bas, une femme peut recommencer, trouver du travail, être maîtresse de son propre destin. » Baptistin hocha lentement la tête. La ville était un monde à part, un endroit où les règles de la campagne n'avaient pas le même poids. Peut-être que là-bas, elle pourrait vraiment être libre. « C'est dangereux de voyager seul, » commenta-t-il, regardant ses propres mains calleuses. « Mais je comprends ta décision. » Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait pour Lucie, c'était de l'admiration pour son courage. Et d'une certaine manière, cette révélation lui fit se voir non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui avait aussi besoin d'être sauvé de sa propre solitude. « Merci de comprendre », répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Et pour ces jours, c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais en paix. Quand ils se levèrent enfin pour se retirer, il y avait entre eux une nouvelle compréhension, une intimité née non pas de gestes physiques, mais de la confiance de partager des vérités difficiles. Baptistin, en entrant dans sa chambre, réalisa que la maison semblait déjà différente avec la perspective du départ de Lucie, plus vide, plus silencieuse, comme si quelque chose d'essentiel était sur le point d'être enlevé. Allongé sur son lit simple, regardant le plafond en bois, il pensa à comment une étrangère sauvée de la mort était devenue, en si peu de temps, une présence si significative dans sa vie. Il ne pouvait imaginer la cour sans l'avoir balayée, la cuisine sans son odeur de café frais, les nuits sans sa voix calme racontant des histoires de l'autre côté de la montagne. Et c'est avec ces pensées que Baptistin s'endormit, son esprit partagé entre le respect pour sa décision et un désir croissant, encore mal compris, que Lucie trouve des raisons de rester. Baptistin se réveilla avec le premier chant du coq. Comme d'habitude, le soleil n'était encore qu'une promesse à l'horizon quand il se leva, s'habilla et sortit dans la cour. Il s'attendait à trouver Lucie déjà réveillée, comme chaque matin depuis son arrivée, mais la maison était silencieuse. La porte de sa chambre restait fermée, et il n'y avait aucun signe de l'odeur familière du café fraîchement passé. Un étrange pressentiment fit accélérer son cœur. Il s'approcha de la chambre d'amis et frappa doucement à la porte. « Lucie ?» Aucune réponse. Il frappa de nouveau un peu plus fort, appelant son nom une seconde fois. Le silence qui suivit confirma ses soupçons. Elle était partie. Baptistin ouvrit lentement la porte. La chambre était vide. Le lit fait avec un tel soin qu'il semblait n'avoir jamais été utilisé.
Sur la petite table de chevet, pliée avec précision, se trouvait le coupon de tissu bleu qu'il avait acheté au village. À côté, un billet écrit d'une écriture soignée. « Je ne peux pas accepter ce cadeau en plus. Tu m'as déjà trop donné. Merci pour tout. Lucie. » La panique que Baptistin ressentit le surprit par son intensité. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était une sensation de perte si profonde qu'elle lui coupa presque le souffle. Il sortit précipitamment dans la cour, ses yeux balayant l'horizon dans toutes les directions. L'idée de Lucie marchant seule dans la garrigue, vulnérable non seulement aux dangers naturels, mais aussi à la possibilité d'être trouvée par les hommes de Corbin, lui glaça le sang. Sans réfléchir, il courut vers l'enclos où le bey se reposait. Pas le temps de sceller correctement l'animal, il lui passa juste le licol et monta partant au galop. Si elle était partie avant l'aube, elle ne pouvait pas être allée bien loin. Il chevaucha d'abord en direction de la route principale, le chemin le plus logique pour quelqu'un se dirigeant vers la ville. Aucun signe d'elle. Il changea de direction, prenant le sentier qui menait au ruisseau, pensant qu'elle s'y était peut-être arrêtée pour se reposer et prendre de l'eau. Rien. Le soleil commençait déjà à se lever complètement quand Baptistin décida de vérifier l'enclos le plus éloigné de la propriété, où étaient gardés les veaux nouveau-nés. C'est alors qu'il l'aperçut, non pas en train de fuir, comme il l'avait imaginé, mais penché sur la clôture, observant attentivement un veau qui essayait, sans grand succès, de téter sa mère. Le soulagement qu'il ressentit fut si intense qu'il faillit lui faire perdre l'équilibre sur son cheval. Il s'approcha lentement, essayant de contrôler sa respiration accélérée et d'organiser les pensées confuses qui se bousculaient dans son esprit. Lucie leva les yeux en entendant l'approche du cheval. Son visage ne montrait aucune surprise. C'était presque comme si elle l'attendait. « Bonjour Baptiste », dit-elle, avec un calme qui contrastait avec son agitation intérieure. « Je pensais que tu étais parti », répondit-il en descendant. « Ta chambre, le lit fait... Je me lève tôt, expliqua-t-elle, reportant son attention sur le veau. « Et j'aime laisser les choses en ordre. » Baptistin observa le petit animal qui, avec l'aide douce des mains de Lucie, parvenait maintenant à trouver le chemin pour se nourrir. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène. Sa patience, la confiance du veau, la tranquillité de la vache qui permettait le contact de l'étrangère. « Pourquoi n'as-tu pas pris de café avant de sortir ?» demanda-t-il, traitant encore le soulagement qu'il ressentait. Lucie sourit légèrement sans détourner son attention du veau. « Je ne voulais pas te réveiller, et j'ai vu que ce petit avait des difficultés hier soir. Je voulais voir comment il allait. » Baptistin remarqua alors quelque chose à côté d'elle, un paquet de tissus soigneusement posé sur la clôture. Il suivit son regard et elle, percevant son intérêt, fit un geste indiquant qu'il pouvait le prendre. Le paquet était léger, enveloppé dans un simple morceau de tissu mais noué avec un soin qui parlait d'affection. Baptistin l'ouvrit avec des doigts qui lui parurent soudain trop maladroits pour la tâche. À l'intérieur, il trouva une paire de gants neufs en cuir, faits à la main, avec des points petits et précis qui révélaient des heures de travail patient. « Je les ai faits pour toi », dit Lucie en détournant le regard, mais sans pouvoir cacher la rougeur qui montait à ses joues. « J'ai remarqué que les tiens sont bien usés. » Baptistin resta silencieux, tenant les gants avec une révérence qu'il n'avait jamais accordée à aucun objet. Ce n'était pas le cadeau en lui-même qui l'émouvait, mais ce qu'il représentait, la gratitude, le soin, la permanence. Les gants signifiaient qu'elle avait pensé à lui, observé ses besoins, consacré du temps et son talent à créer quelque chose qui durerait. « Quand ?» fut tout ce qu'il put demander. « La nuit après que tu te sois endormi ?» répondit-elle, le regardant enfin directement. « J'ai rapporté le cuir du village. Le vendeur m'a fait un bon prix. » Là, au milieu de l'odeur du foin et du meuglement bas du bétail, avec le soleil du matin créant un halo doré autour de Lucie, Baptistin réalisa que cette jeune femme n'était plus seulement quelqu'un qui l'avait sauvé. Elle était, d'une certaine manière, une partie de son monde, une présence qui s'était entrelacée à sa vie de manière qu'il ne comprenait pas encore complètement. « Ils sont parfaits », dit-il finalement, enfilant les gants. Ils s'ajustaient à ses mains comme s'ils avaient été moulés directement dessus, ce qui, d'une certaine manière, était le cas à travers les yeux attentifs de Lucie. « Tu vas toujours partir aujourd'hui ?» demanda-t-il, essayant de garder la voix ferme. Lucie reporta son attention sur le veau, qui tétait maintenant avec une vigueur renouvelée.
Son profil contre la lumière du matin avait une douceur qui contrastait avec la détermination qu'il savait exister en elle. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je devrais partir, c'est le plus sensé. » « Mais, » l'encouragea Baptistin, sentant l'hésitation dans sa voix. « Mais ce n'est pas ce que je veux, » compléta-t-elle, les mots sortant comme une confession difficile. « J'aime cet endroit, le mas, la routine, le... » Elle fit une pause, respirant profondément avant de terminer. « Le foyer que j'ai trouvé. » Le mot « foyer » flotta entre eux comme quelque chose de palpable, un pont invisible reliant deux îles de solitude. Baptistin fit un pas en avant, réduisant la distance physique entre eux, mais gardant toujours le respect qui avait toujours caractérisé leur interaction. « Tu peux rester, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. « Aussi longtemps que tu le voudras. »« Et Corbin » demanda-t-elle, une inquiétude sincère dans les yeux. « Je ne veux pas t'attirer d'ennui. » Baptistin réfléchit un instant. Le vieux Corbin était puissant, c'est vrai, mais le mas de la quiétude se trouvait sur des terres qui ne lui devaient aucune obéissance. Et Baptistin, malgré sa vie simple, avait le respect des hommes de la région. « S'il vient, nous y ferons face, » répondit-il avec une conviction qui venait non pas de l'orgueil, mais d'une certitude nouvelle que certaines choses valaient tous les risques. Ensemble. Le mot « ensemble » avait un poids nouveau, une signification qui allait au-delà de la simple coopération. C'était une promesse, encore mal articulée, d'un chemin partagé. Lucie sourit alors, non pas le sourire contenu des jours précédents, mais un sourire plein qui transforma son visage et sembla illuminer tout le paysage environnant. Elle tendit la main, et pour la première fois, ce fut elle qui initia le contact, touchant légèrement le bras de Baptistin. « Ensemble », répéta-t-elle, comme pour sceller un accord. Ils retournèrent à la maison côte à côte, le bai les suivant docilement. Pas main dans la main, ils n'en étaient pas encore là, mais assez proches pour que leurs bras se frôlent occasionnellement, chaque contact accidentel envoyant de petites vagues de reconnaissance à travers leur corps. Le geste inattendu des gants avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une déclaration silencieuse d'intention, une manifestation tangible de sentiments qu'ils apprenaient encore à nommer. Quand ils arrivèrent à la maison, Lucie alla directement à la cuisine pour préparer le café en retard, et Baptistin resta sur la terrasse, regardant les nouveaux gants dans ses mains. Il réalisa que, pour la première fois depuis de nombreuses années, il était vraiment heureux, non pas du bonheur explosif de la jeunesse, mais d'une joie tranquille et profonde qui venait de la certitude de ne plus être seul. Les jours devinrent des semaines, et les semaines s'accumulèrent comme les perles d'un chapelet, chacune avec sa propre histoire, ses propres découvertes. La présence de Lucie cessa d'être une nouveauté pour devenir partie intégrante de la routine, aussi naturelle que le lever du soleil ou le chant des oiseaux au crépuscule. La maison, autrefois simple lieu de repos pour Baptistin, prit une nouvelle vie, des rideaux en toile de Jouy aux fenêtres, des pots de géranium sur la terrasse, l'arôme constant de quelque chose qui cuisait toujours sur la cuisinière à bois. Le matin, ils travaillaient ensemble aux soins des animaux et du petit potager que Lucie avait agrandi avec dévouement. Il y avait maintenant des rangées organisées de coriandre, de ciboulettes, de tomates et de poivrons qui poussaient vigoureusement grâce à ses mains habiles. L'après-midi, pendant que Baptistin s'occupait du bétail dans les pâturages plus éloignés, elle s'occupait de la maison et de petits artisanats qu'elle avait commencé à produire. Des sacs en paille tressés, des broderies sur des torchons, des savons aux herbes qu'elle avait appris à faire avec Madame Élodie, une des voisines les plus proches. C'est justement par l'intermédiaire de Madame Élodie que la nouvelle de la présence de Lucie commença à se répandre dans la région. Au début, il y eut des regards méfiants et des chuchotements quand ils allaient ensemble au village. Le gardien solitaire et la jeune femme mystérieuse qui était apparue soudainement dans sa vie étaient le sujet de conversation favori après la messe du dimanche. On dit qu'elle s'est enfuie, commenta un jour monsieur Henri le barbier, en taillant la barbe de Baptistin. Qu'elle vient de loin. Et alors ? Répondit Baptistin avec une fermeté qui ne laissait aucune place à d'autres spéculations. Elle est avec moi maintenant. Ce « elle est avec moi » avait un poids que tous comprirent. Ce n'était pas une déclaration de possession, mais de protection, et pour ceux qui connaissaient le code d'honneur de la région, cela signifiait que tout problème avec Lucie serait un problème direct avec Baptistin. Peu à peu, les regards curieux firent place à des saluts respectueux,
et finalement, à des sourires d'accueil sincères. Madame Élodie, la sage-femme et guérisseuse du village, fut la première à vraiment adopter Lucie. Elle l'invita à apprendre les secrets des herbes médicinales de la garrigue, lui enseignant les secrets des tisanes et des onguents transmis de génération en génération. Bientôt, Lucie commença à être appelée pour aider lors d'accouchements et de soins, sa présence calme et ses mains douces gagnant la confiance même des plus sceptiques. « Elle a un don pour ça », commenta Madame Élodie à Baptistin, après que Lucie eut aidé lors de l'accouchement difficile de la fille de Monsieur Manuel. « Des mains bénies, cette jeune femme à vous. »« Ce n'est pas ma femme », corrigea automatiquement Baptistin, malgré la chaleur qu'il sentit monter à ses joues. Madame Élodie se contenta de sourire, avec la sagesse de celle qui a vu de nombreuses histoires d'amour fleurir dans la campagne aride. « Pas encore peut-être », répondit-elle énigmatiquement. Mais le temps a sa propre façon de nouer les fils déliés. À la maison, leur relation continuait de se développer à son propre rythme, comme une danse lente et prudente. Ils ne dormaient pas dans la même chambre, n'échangeaient pas de caresses au-delà de contacts occasionnels des mains ou des bras. Mais il y avait une intimité croissante dans les conversations du soir, dans les silences partagés, dans la manière dont ils commençaient à anticiper les besoins l'un de l'autre. Il y avait des rires au crépuscule, chose rare dans la vie antérieure de Baptistin. Lucie avait le don de trouver de l'humour dans les petites choses, dans la poule qui s'effrayait de sa propre ombre, dans le veau têtu qui se cachait toujours au même endroit, dans la façon dont le chien qu'ils avaient adopté, et qui répondait au nom de Courage bien qu'il ait peur des grenouilles, était déconcerté par le tonnerre. Les conversations, autrefois brèves et pratiques, s'étaient étendues pour inclure des histoires d'enfance, des rêves presque oubliés, des peurs rarement avouées. Ils parlaient bas, comme si le volume pouvait briser la magie de ces moments, souvent accompagnés par l'odeur du pain en train de cuire, une des spécialités que Lucie avait apportées à la maison. Et il y avait aussi le silence, non pas le silence lourd de la solitude que Baptistin avait connu si longtemps, mais un silence confortable, rempli de significations non dites, de compréhension mutuelle, d'une communication qui allait au-delà des mots. Les nuits fraîches, ils s'asseyaient près l'un de l'autre sur la terrasse, partageant une couverture en patchwork que Lucie avait cousue. Ils observaient les étoiles, désignaient des constellations, et parfois se laissaient simplement être côte à côte, sentant la chaleur l'un de l'autre sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier cette proximité. Ce fut lors d'une de ces nuits, alors que le croissant de lune illuminait la cour de sa lumière argentée, que Baptistin trouva enfin le courage de demander quelque chose qui grandissait en lui comme une graine persistante. « Es-tu heureuse ici, Lucie ?» Elle se tourna pour le regarder, ses yeux reflétant l'éclat de la lune et quelque chose de plus, une certitude tranquille, une paix qui n'était pas là à son arrivée. « Je le suis », répondit-elle simplement. Après une pause, elle ajouta « Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être ». Baptistin hocha la tête, absorbant ces mots comme une terre sèche absorbe les premières gouttes de pluie. « J'ai peur », avoua-t-il, se surprenant lui-même par cette vulnérabilité qu'il ne s'était jamais permise de montrer. « Peur qu'un jour tu réalises que tu mérites plus que ça, que cette vie est trop petite pour toi. » Lucie ne répondit pas immédiatement. Elle tendit la main et d'un geste délicat mais ferme, toucha le visage de Baptistin, ses doigts traçant lentement le contour de sa barbe naissante. « Tu ne comprends donc pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce n'est pas d'un loup que tu m'as sauvé ce jour-là. C'est d'une vie sans choix, et ce que j'ai trouvé ici n'est pas petit. C'est exactement à la taille dont j'ai besoin. » À cet instant, quelque chose s'acheva entre eux, un cercle qui avait commencé à se former le jour du sauvetage, et qui se fermait maintenant, parfait dans sa simplicité. Baptistin recouvrit la main de Lucie de la sienne, sentant la texture de sa peau qui combinait travail acharné et gentillesse infinie. Il n'y eut ni baiser passionné ni déclaration dramatique. Juste ce contact, ce regard, et la compréhension mutuelle qu'ils avaient, sans le prévoir, construit quelque chose de précieux ensemble. Les voisins, qui au début observaient cette union inhabituelle avec méfiance, voyaient maintenant Baptistin et Lucie d'un autre œil. Non pas comme le gardien solitaire et la jeune femme mystérieuse, mais comme un couple dont le lien semblait forgé par quelque chose de plus profond que les conventions sociales. La manière dont ils se mouvaient en harmonie, dont ils communiquaient par des demi-regards, dont ils semblaient complets en présence l'un de l'autre, tout cela parlait d'une connexion qui n'était pas le fruit du hasard, mais d'une affinité sincère.
Même M. Antoine, le plus sceptique des voisins, commenta un jour après les avoir observés travailler ensemble au marché du village. On dirait qu'ils sont faits du même bois, ces deux-là, des branches différentes, mais le même tronc. L'analogie, dans sa simplicité rurale, capturait parfaitement ce que tout le monde percevait. Baptistin et Lucie avaient trouvé l'un en l'autre non seulement de la compagnie, mais un complément. Au fond, Baptistin savait que rien de tout cela n'avait été planifié. La vie, avec sa sagesse mystérieuse, avait placé Lucie sur son chemin à un moment où tous deux avaient besoin d'être sauvés. Elle, d'un destin imposé, lui, d'une solitude auto-imposée. Il l'avait sauvée d'un loup, mais, sans s'en rendre compte, elle l'avait sauvée d'un désert intérieur bien plus féroce, une aridité de l'âme qui menaçait de le dessécher complètement. Un dimanche après-midi, après être revenus de la messe au village, ils s'arrêtèrent au sommet de la colline qui marquait le début des terres du mas de la quiétude. De là, ils pouvaient voir toute l'étendue de la propriété, la maison au loin, l'enclos, le vert gris de la garrigue qui s'étendait à perte de vue. C'est une sacrée vue, commenta Lucie, sa main trouvant naturellement celle de Baptistin. C'est notre vue, répondit-il, entrelaçant ses doigts aux siens. Le nôtre ne passa inaperçu pour aucun des deux. C'était une déclaration, un engagement, une promesse. Et quand ils regardaient ensemble cet horizon, il y avait là la certitude silencieuse que, malgré tous les obstacles, ils avaient trouvé exactement où ils appartenaient, et ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Ce soir-là, en se disant au revoir dans le couloir entre les chambres, Baptistin se pencha et, pour la première fois, embrassa doucement le front de Lucie. Un geste chaste, respectueux mais chargé de promesses pour un avenir qui semblait maintenant non seulement possible, mais inévitable. « Bonne nuit, Lucie, » dit-il, sa voix rauque d'émotion contenue. « Bonne nuit, mon Baptiste, » répondit-elle, l'accent sur le mot scellant une vérité que tous deux connaissaient déjà dans leur cœur. Ils s'appartenaient non par obligation ou convention, mais par choix, la plus pure et la plus puissante des connexions.